j'ai été invitée à ce colloque pour vous expliquer un peu l'enquête que Radio France a menée au mois de septembre. Enfin, en fait, ça nous a pris une année parce que nous avons décidé de faire des analyses dans l'eau du robinet de la présence de PFAS. Je pense que vous avez compris pourquoi on se posait des questions sur ces molécules, marquées peut-être par le film Dark Waters, le projet de loi, le fait qu'il y a une directive européenne qui datait de 2020, qui devait commencer à mesurer les PFAS en 2026, enfin rendre obligatoire la mesure de PFAS en 2026. Donc on trouvait ça particulièrement à long délai en fait entre cette directive européenne et l'application en 2026, et donc on s'est dit pourquoi on doit attendre 2 ans avant de savoir si ces molécules donc, qui s'accumulent dans les organismes pour certaines doivent être mesurées dans l'eau du robinet, sachant qu'on nous rappelle régulièrement que l'eau du robinet est énormément testée, et c'est vrai qu'il y a énormément de molécules qui sont testées. On peut, quand on commence à gratter donc, cette famille de PFAS, on voit qu'il y a un champ des possibles énorme. On est aussi un peu surpris de la différence de normes entre les pays, mais on comprend bien que à chaque fois qu'un pays a eu à traverser une crise parce que, comme aux États-Unis a été révélé les contaminations des habitants de Parkersburg, ou comme en Suède avec Ronneby et tout, à partir du moment où il y a des gens qui ont été exposés et qui ont pu alimenter des analyses scientifiques, sanitaires sur les effets de ces molécules sur la santé, eh bien on voit que des mesures de limite de leur présence dans l'eau potable sont différentes et sont prises par différents États. Donc ça aussi, ça nous posait question, parce que nous aussi, en France, contrairement à d'autres pays européens, on a des producteurs de PFAS et des utilisateurs, ça y en a un peu plus. Donc on a été aussi marqué par évidemment la carte qu'a fait Le Monde en février 2023 qui montrait toutes les données publiques qui existaient déjà sur la présence de ces PFAS dans de l'eau et dans des eaux de surface, mais dans les cours d'eau, enfin toutes les données qui avaient été faites, qui avaient déjà été mesurées et prises. Et on sait bien que ces ressources en eau brute, comme on les appelle, elles nous servent après à produire de l'eau potable. Et comme les PFAS sont très difficiles à traiter, ils ont un coût important, entre le moment où on prend de l'eau brute et où on la met à votre robinet, on s'est dit potentiellement il pourrait y en avoir encore dans le robinet. Donc on a choisi après un laboratoire qui était agréé pour pouvoir faire ces analyses. Et évidemment, si vous voulez analyser tel PFAS, il faut qu'il ait eu une validation de sa méthode. Il était pas question qu'on joue aux petits chimistes dans les couloirs de la maison de la radio. On est passé par des professionnels qui avaient été agréés pour pouvoir certifier qu'ils savaient analyser certaines de ces molécules. On a hésité avec le TFA, mais ça aurait demandé de faire un deuxième prélèvement et c'était une autre méthode d'analyse qui coûtait 2 fois plus cher aussi. Donc on a arbitré pour faire déjà un état des lieux de ce qu'étaient les 20 PFAS qui devaient être mesurés dans l'eau du robinet. Et puis, ce qu'on avait vu, c'est que des confrères, déjà, quand ils avaient fait ce genre d'examen, notamment, je pense à Martin Boudot à Verderache dans la vallée du Rhône, montraient qu'on trouvait assez vite la présence de ces molécules à des taux parfois bien supérieurs à cette norme qui devait s'appliquer en 2026, mais comprenez bien que pour nous, comme pour nos auditeurs, ça paraît étrange de dire non, mais aujourd'hui, vous en avez beaucoup dans votre eau potable, mais c'est pas un problème. Dans 2 ans, ça le sera. Donc, pourquoi attendre 2 ans? Voilà, c'était ça un peu qui nous avait motivés. Et puis, le fait qu'on ait, je pense, à Radio France, ce réseau de 44 locales partout en France, ça permettait de pouvoir faire ça, en fait, de chercher à la fois une info locale, mais aussi d'avoir une remontée nationale à travers le maillage que Radio France a sur tout le territoire français. Et puis parce que c'était faisable aussi pour ces molécules, ça, on s'en est assuré auprès du laboratoire, mais par exemple, pour analyser des bactéries, il faut faire le prélèvement et le faire analyser dans les 24 heures. Il faut qu'il soit stocké entre 4 et 13 degrés. Il faut que, effectivement, les gens
portent des gants, enfin, aient pris des précautions pour ne pas contaminer le prélèvement aussi avec d'autres bactéries qui ne viennent pas de l'eau. Là, ces polluants, comme ils sont très persistants, il fallait s'assurer que le contenant soit exempt de PFAS, mais en revanche, le délai entre le prélèvement, l'envoi au laboratoire nous permettait de faire cette opération. Elle est certes perfectible et tout, mais au moins on avait un seul laboratoire, une seule méthode, un laboratoire agréé pour l'analyse de ces 20 molécules, et on pouvait se comparer en fait, parce que si vous voyez un laboratoire à Lille avait fait des analyses du nord de la France et un autre à Marseille avait fait celle du sud de la France, on nous aurait dit mais vos laboratoires n'ont peut-être pas utilisé les mêmes méthodes, donc il fallait qu'on passe quand même par un seul, donc on envoie tous nos prélèvements de la France entière à un seul endroit. Et ça, c'est possible parce que c'était des PFAS. On ne pourrait pas refaire cette opération pour d'autres molécules chimiques plus volatiles. Après, vous dire comment on a procédé. Donc, en fait, on est parti de la carte du monde qui montrait donc ces points potentiellement utilisateurs de PFAS, ces points où il y avait déjà eu des mesures de PFAS dans l'eau brute. On a aussi récupéré l'historique de l'ANSES, donc ça c'est un travail très intéressant que fait l'ANSES, que moi je suis depuis de nombreuses années, où ils prospectent sur des polluants qui ne sont pas encore entrés dans notre législation, mais qui le sont déjà dans les législations d'autres pays, parce qu'il commence à y avoir des signaux de risques sanitaires sur ces polluants-là, et donc ce travail que fait l'ANSES, tous les 3 ans, ils sont allés voir les PFAS, mais ils sont allés voir des métabolites de pesticides, des résidus d'explosifs, donc on sait que, voilà, on a récupéré les résultats que l'ANSES avait fait sur ses analyses de PFAS en 2009-2010. Et à chaque fois, l'ANSES procède de la même façon, c'est-à-dire qu'elle fait elle fait 3 prélèvements par département. Un prélèvement pour le plus gros point de production d'eau potable, un prélèvement qu'elle appelle au hasard et un autre qu'elle appelle un point d'intérêt. Donc ça veut dire qu'il y a des informations au niveau local sur une potentielle source de pollution ou d'utilisation, de rejet de ces molécules. Donc on s'est basé aussi sur ces analyses faites en 2009-2010 en se disant peut-être qu'on pourrait retourner voir à ces endroits-là, ou peut-être qu'on va aussi voir les résultats qu'ils avaient trouvés en 2009-2010 et voir si ils sont eux aussi peut-être au-dessus des normes qui entrent en vigueur en 2026. Et puis après, on a travaillé avec chacun de nos collègues des 44 locales, donc pour aussi se baser sur leur connaissance de leur terrain à eux. Est-ce qu'ils ont des souvenirs, comme on le sait, je pense que vous êtes au bout de cette journée, donc vous avez compris que dans les sources potentielles, il y a les mousses d'incendie des pompiers, il y a effectivement des usines cosmétiques, de traitement de métaux, des choses comme ça. Donc des tanneries, l'usine Tefal évidemment, les ustensiles de cuisine. Donc on a aussi cherché ensemble à savoir à la fois dans leur mémoire locale et dans leur actualité s'il y avait des acteurs et des territoires qui pouvaient être concernés par ces usages-là, et repérer si ces territoires servaient de point de captage d'eau. Est-ce qu'ils avaient un point de captage d'eau potable à proximité de l'aéroport ou en aval? Donc là, c'est pas simple, effectivement, de regarder les flux, on va dire, hydrauliques et de savoir d'où vient notre eau potable. Je vous avoue que beaucoup de mes confrères ne s'étaient pas encore posé la question. D'autres savaient exactement qu'est-ce qui pouvait être les points de production d'eau potable, d'où venait l'eau potable de leur territoire. Et puis, voilà, après, on a récolté les échantillons, envoyés au laboratoire, qui nous a donné à peu près la totalité de nos résultats au milieu de l'été. Donc après, ils nous cherchaient une fois qu'on avait nos résultats. Alors pour les résultats, est-ce qu'on a été surpris ou pas surpris? Donc on a fait 89 échantillons, donc c'est un tiers du travail que fait l'ANSES quand il travaille sur ces polluants éternels, sur ces polluants émergents, on va dire, mais ils font leur recherche en 3 ans. Nous, on a essayé de faire ça en quelques mois. 89 échantillons, 51 étaient en dessous des seuils de détection pour les 20 molécules que nous recherchions.
On est même allé jusqu'à 25 pour tout vous dire, parce que le laboratoire nous a dit qu'ils avaient aussi, ils pouvaient appliquer une seule et même méthode pour repérer aussi d'autres molécules qui ne sont pas forcément dans la législation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'ils sont sous les seuils de détection. Après, on sait que nous, on a fait un coup de sonde à un instant T et que ça demande de revenir aussi régulièrement pour voir si après des pluies ou après une sécheresse, peut-être on trouve d'autres résultats. On a vu quand même que presque la moitié, donc 43%, un peu moins d'une petite moitié, contenait des PFAS et sur ces 38 échantillons, 27 contenaient des PFAS qui sont interdits ou classés comme cancérigènes, comme le PFOA et le PFOS. Alors, comme je suis à Orléans, j'ai regardé donc, les résultats sur Olivet et Montargis avaient noté la présence de PFHXS, donc lui c'est un polluant PFAS qui est interdit, mais qui n'est pas classé comme cancérigène par l'OMS comme l'ont été récemment le PFOA et le PFOS. Il y en a un qui est avéré, l'autre qui est probable. Tours a un cocktail de PFAS important, dont du PFOA. On a vu que sur ces 27 échantillons, 5 avaient un cocktail de PFAS qui dépassait la norme américaine notamment, ou la norme danoise, notamment Déol, près de Châteauroux. Alors Déol, on l'a choisi parce qu'il y avait déjà eu de repérer des problèmes de qualité de l'eau, parce qu'il y avait la présence un centre d'entraînement de pompiers d'aéroport, l'aéroport, mais aussi des casernes. Parce que quand on a fait notre investigation, les pompiers nous disaient que les centres les plus modernes avaient des sites de récupération d'eau de ruissellement. Donc, est-ce que ça vient de ce centre ou est-ce que ça vient plutôt d'anciennes casernes qui ont fait des exercices anti-incendie et les mousses sont parties, vous voyez, dans les sols et dans la nappe. Donc, ça nous donne une liste de suspects, mais pas forcément un coupable, en fait, ces analyses. Et puis, on a aussi trouvé trois villes, donc Saint-Symphorien-Gozon qui est dans la vallée du Rhône, en dessous de l'usine Arkema et de Daikin qui sont déjà bien renseignés par l'ARS notamment de Auvergne-Rhône-Alpes. On a trouvé Cognac et là on a été plutôt surpris parce que oui, c'est pas une ville dont on pensait que le passif industriel pouvait donner des taux plus élevés que la vallée du Rhône. Et Marthe-Tolosane, donc pas très loin de Saint-Gaudens, donc qui étaient les 3 points noirs, si j'ose dire, qui dépassaient la norme des 100 nanogrammes par litre pour la somme des 20 PFAS. Nous n'avons pas testé le TFA, auquel cas il aurait fallu dépasser les 500 nanogrammes par litre, mais je crois que les ONG s'en chargent aujourd'hui et montrent régulièrement ce genre de résultats. Après, vous dire les conséquences qu'a eu cette enquête, nous, ce qu'on voulait questionner, c'était la norme française, en fait. Alors, on a compris qu'elle était en cours de changement. Hein. Julie Lure, ça a dû vous en parler, mais effectivement, ça nous paraissait étrange de voir que nous, on pouvait boire jusqu'à 50 nanogrammes par litre de PFOA, alors qu'aux États-Unis, ils n'en tolèrent pas plus de 4. Mais nous, on teste aussi. Les États-Unis n'ont pas le principe de précaution. Donc, il faut vraiment assurer qu'il y a un problème sanitaire avec une molécule avant de pouvoir fixer un seuil aussi bas, voire ils préféreraient même, certains chercheurs m'ont dit que c'était aussi un seuil réglementaire et pas scientifique. Pour eux, une molécule cancérigène, le mieux c'est 0, quoi. Le mieux c'est 0, mais étant donné qu'on ne peut pas complètement empêcher leur présence, eh bien on fixe un peu des normes comme ça qui peuvent paraître très étranges après quand on essaye de l'expliquer au grand public. Parce que, il n'y a rien qui est plus perturbant, je crois, pour des auditeurs, pour avoir échangé souvent avec eux, c'est de leur dire que votre eau est potable mais non conforme. Ils ne comprennent pas cette question-là. Donc, on essaye de leur dire la bactérie, elle vous rend malade et elle vous envoie tout de suite à l'hôpital. Donc là, on parle de potabilité. La pollution chimique à très petite quantité, un peu tous les jours, elle est tolérée jusqu'à un certain seuil et et quand un seuil est dépassé, on laisse encore un délai pour agir. Donc voilà, on a essayé d'expliquer le plus simplement possible ce travail.
On a vu que ça avait déclenché des réactions un peu chez les ARS qui, pour certaines, nous ont dit, pour Cognac notamment, qu'elles avaient eu des analyses similaires, ce dont les collectivités locales ne semblaient pas forcément au courant. Et puis, l'ARS de Occitanie nous a dit qu'elle allait refaire des prélèvements sur Marteau-Tolosane également. Ce qu'il y a, c'est que les analyses sont faites sur le point de captage brut et pas forcément à l'eau du robinet. Donc, ce qui nous questionnait aussi, c'était de savoir est-ce que les PFAS peuvent rester dans le réseau d'eau d'approvisionnement en eau potable, et même si le point de captage est propre, si j'ose dire, est-ce qu'il en resterait dans le réseau? A priori, les sources qu'on a interrogées sur le sujet n'avaient pas connaissance de cette possibilité, mais je sais que ça arrive sur d'autres polluants. Donc voilà, et puis après ça a provoqué aussi des réactions, on va dire, pas très positives sur notre enquête, des gens qui ont protesté notre méthode, ou qui nous ont dit qu'on poussait à consommer l'eau du robinet. Il n'y avait pas de... Enfin, à la cellule d'investigation, on a aussi travaillé sur les méthodes de Nestlé sur ces eaux minérales, donc on n'a pas de parti pris là-dedans. Évidemment on sait aussi, on fait régulièrement des sujets sur les enjeux de la pollution plastique, du coût de l'eau en bouteille, mais nous, ce qu'on voulait, c'était, ce qu'on trouvait étrange, c'était de voir que notamment Veolia faisait aussi des analyses de ces PFAS dans l'eau du robinet, et que c'est de l'eau publique, c'est un enjeu de ressources communes, donc il fallait donner l'information aux auditeurs, même si après on a bien conscience qu'il y a des procédures judiciaires qui sont derrière, parce qu'il y a des collectivités qui financent ensuite la dépollution pour rendre cette eau conforme, et qui cherchent à appliquer le principe pollueur-payeur et à trouver le principal émetteur, on va dire, de ces PFAS. Donc là, voilà, la procédure qui est en cours dans la vallée du Rhône, pour faire ce collège d'experts qui va devoir déterminer les différentes sources de contamination et trouver une clé de répartition peut-être du financement de la dépollution, sachant qu'aux États-Unis c'est ce qui se passe, et puis même à Rumilly en Haute-Savoie, Tefal a déjà proposé de financer une partie de la dépollution de l'eau de la ville. Voilà, c'est à peu près ce que je pouvais vous dire, et j'ai encore quelques petites minutes si vous avez des questions. Merci beaucoup Anne-Laure. Du coup, merci Anne-Laure. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Et n'oubliez pas de parler fort dans le micro. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés émises par les élus qui, en fin de compte, sont Est-ce que vous avez rencontré des élus qui vous ont parlé des difficultés concernant justement les producteurs d'eau? C'est-à-dire, il y a je ne sais combien petits syndicats d'eau, effectivement, et qui, avec leurs interconnexions, font que parfois les élus sont complètement désemparés quand il faut effectivement agir vers eux, parce qu'il faut comprendre leur système. Et leur système est souvent très fermé, en fin de compte, parce que les élus ne font qu'une délégation de pouvoir à ces organismes, mais en réalité, on a très peu de renseignements sur ces organismes. On ne sait jamais qui est vraiment derrière. Et c'est assez inquiétant parfois. Moi, j'ai cette expérience-là, et je me trouve parfois effectivement aussi à poser des questions, comme vous le dites aussi. Je leur demande si leur eau est potable ou non. Ils me disent si, notre eau est potable. Je dis, ah bon, elle n'est pas potalisable? Ah non, elle est potable. Ah, je dis, à ce moment-là, vous avez peut-être des structures qui permettent de travailler un peu cette eau pour la rendre potable. Non. Mais moi, quand j'entends ça, je dis, non, c'est pas possible, il y a un problème, elle peut être potalisable. Vous pensez à quel organisme? Oh là là, il y en a plein, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec la DRAF il y a très longtemps, et on avait fait le recensement de tous les organismes. Et en faisant ce recensement, on avait découvert la difficulté de l'hermétisme de ces organismes. Ce sont tous les syndicats des eaux, simplement. Alors, oui, les syndicats de gestion de l'eau potable
sont censés donner l'information aux abonnés, on va dire, à leurs abonnés. Alors, soit ils sont en régie publique, soit ils sont en délégation de services publics à Veolia, Suez, SOR. Donc nous, on a interrogé à chaque fois tous ces interlocuteurs en fonction des endroits où on était allé pour savoir si ces tests étaient faits. Donc pour certains, c'était non, on n'a pas à les faire avant 2026, donc on ne sait pas. Et comme c'est à la tête de ces syndicats, il y a des élus locaux, parfois voilà, l'élu local, il est sur une collectivité où il y a une grosse usine qui est émettrice de PFAS, donc je pense qu'il sent le souci aussi de à la fois informer ses électeurs, le public, mais en même temps ne pas dire de bêtises sur un process industriel qu'il ne maîtrise pas. La seule chose qu'il maîtrise, c'est le nombre d'emplois et l'importance de cet acteur sur son territoire. Donc, c'est pas toujours simple, c'est pas des interlocuteurs toujours simples. Après, c'est des élus qui sont... Moi, je pense que c'est technique, hein, la chimie environnementale des PFAS, vous avez dû le voir. Aujourd'hui, vous avez un industriel qui vous dit non, mais c'est bon, j'ai remplacé cette molécule par une autre, elle ne pose pas de problème. Et sauf que les chimistes vous expliquent oui, mais après, une fois qu'elle est dans l'environnement, elle va redevenir une molécule problématique. Donc, et puis, c'est l'État qui fixe les molécules à chercher dans l'eau du robinet, dans les aliments, sur la base de ce que lui disent les agences sanitaires européennes ou françaises. Donc, je comprends que ça... Voilà, parfois, ce n'est pas les interlocuteurs les plus simples à avoir. Parfois, ils ont plein de questions aussi et plein de bonne volonté. Mais en revanche, ils savent que ça, voilà, c'est un coût qu'ils ont assumé après devant les abonnés pour dire le prix de l'eau augmente. D'autres questions ? Au moment où vous avez fait votre enquête, je pense que moi j'ai été contacté par des journalistes qui m'ont demandé si je connaissais des gens qui savaient quelle était la situation en matière de PFAS. Et il se trouve que j'en connaissais très très peu, si je connaissais ceux qui sont venus là aujourd'hui. Mais, voilà. Et je voulais savoir si vous aviez des éléments là-dessus, c'est-à-dire sur vos 40, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une vraie méconnaissance dans le pays sur cette question-là? Alors, j'ai pas tout à fait entendu Wendy. Est-ce que c'était le fait que mes collègues... Vous êtes... est-ce que vous pouvez juste me rappeler votre fonction, s'il vous plaît? Je suis associatif et il se trouve que je suis à Tours aussi, et donc vous savez sans doute qu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont été testés au PFAS, et donc les journalistes cherchaient quelles étaient les personnes compétentes. Et on est tombé sur les mêmes qui connaissaient déjà, c'est-à-dire que... Voilà. Donc, le sentiment, c'était qu'on avait très très peu de gens qui avaient même un début de connaissance, une capacité à pouvoir parler de ces questions-là, et je me demandais si vous aviez fait la même constatation à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y avait bien eu effectivement une alerte, mais que la plupart des gens ne comprenaient même pas de quoi il s'agissait. Et vous pensez aux journalistes ou aux élus? Non, je pensais de tout le monde en général. C'est-à-dire que les journalistes cherchaient et on devait trouver à peu près une dizaine de personnes à qui on pouvait les envoyer, qui étaient capables de dire des éléments sur ce qu'on connaissait. Mais pas beaucoup plus que ça. Oui. Alors moi, c'est un peu à ça que j'ai servi dans le réseau, c'est-à-dire à être répondre en français facile sur des questions scientifiques et techniques, parce que voilà, sur les polluants dans l'eau, enfin moi j'ai travaillé sur plusieurs sujets, comment est établie la norme, par rapport à quel calcul, et à partir de quel effet sanitaire, comment on constate, quelles sont les sources fiables sur le sujet. Après, c'est vrai que sur les PFAS, il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs très calés et compétents sur la question en France. Enfin, on a quelques chercheurs. C'est pas parce que vous interrogez un chimiste en fait qui connaît les PFAS. Il peut savoir
son tableau de Mendeleïev, mais après, est-ce qu'il a travaillé dessus? Est-ce qu'il comprend leur évolution dans l'environnement? Est-ce qu'il suit la nomenclature des PFAS, sachant que certains relèvent du secret industriel. Enfin, voilà, certains industriels n'avaient pas forcément de dire les ingrédients qu'ils avaient mis dans leurs produits. Donc voilà, vous avez des interlocutrices, je pense, très compétentes sur le sujet. Mais c'est vrai que Et puis, nous, journalistes, il faut aussi qu'on se méfie de quelqu'un qui vous dit je vais vous parler des PFAS, mais qui peut commettre des erreurs parce que, voilà, il en a entendu parler parce qu'il est gestionnaire de l'eau ou parce qu'il a vu un reportage dessus, mais voilà, bien documenter les différences de normes, pourquoi les pays étrangers n'ont pas les mêmes que nous, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'a dit l'EPA, et en France, voilà, qui a commencé à chercher un peu ces PFAS. Expliquer aussi le côté conforme, non conforme mais potable, les enjeux sanitaires, peut-être pas au même niveau, la connaissance n'est pas au même niveau pour toutes les molécules, mais pourquoi pour PFOA et PFOS aujourd'hui il y a un retard en fait, français sur le taux accepté dans l'eau potable. Donc oui, c'était pas évident de trouver toujours des interlocuteurs, mais ça c'est pour ça qu'on croise aussi avec des sources documentaires, et puis on s'appelait beaucoup en fait pour parfois, voilà, j'ai des collègues à qui on a dit non mais votre analyse elle vaut rien, vous n'aviez pas de gants, vous l'avez pas fait dans les 24 heures, donc il fallait un peu les rassurer sur voilà les limites de notre analyse, mais voilà pourquoi elle est quand même un peu pertinente. Je me permets de prendre une dernière question, du coup, désolée pour les autres dans la salle. Oui, bonsoir, donc Yanis Godot, je suis juste un particulier qui s'intéresse à ces questions. Tout à l'heure, on a eu une présentation donc, de Veolia qui nous a parlé que sur un peu plus de 2000 points d'analyse sur l'eau, si j'ai bien compris, il y avait environ 1% qui était... 1% des points qui étaient au-dessus des normes qui devront être en vigueur, enfin des seuils en 2026, si j'ai bien compris. C'est ce que je voulais vous poser comme question, justement, parce que je m'emmène un peu, parce que j'ai fait un petit calcul sur les résultats que vous nous avez montrés en pourcentage. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé exactement la même chose, si vous avez ciblé aléatoirement ou certains sites précis, j'ai cru comprendre, où vous vous attendiez à avoir des résultats spécifiques sur des sites industriels notamment. Mais vous, ça fait environ 38%, si j'ai à peu près, sur vos 80 points d'analyse, et environ 38% qui seraient, où j'ai mal compris peut-être, mais il y a l'air d'avoir une grande différence, en tout cas dans votre enquête et dans les résultats qui nous ont été présentés tout à l'heure. Mais c'est peut-être pas la même chose et je voulais vous poser la question, comment on peut expliquer ces différences? Merci. Alors oui, on a demandé à Veolia, effectivement, moi je leur avais demandé, ils ont préféré donner les infos à une de mes collègues du service SSE de France Inter, mais sur effectivement leurs résultats, sur 2400 points de prélèvement. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'était combien de collectivités, parce que est-ce que c'est 2400 collectivités ou points de prélèvement? Vous voyez, il peut y avoir pour une ville une dizaine de captages qui ont été testés, une dizaine de points. Donc voilà, on leur a posé la question et puis on leur a dit, est-ce qu'on peut avoir un exemple de ces 1% qui dépassent la norme pour savoir quelles solutions ils ont et comment ils font quand ils découvrent ça un peu en amont. Donc Veolia nous a répondu qu'il ne préférait pas donner les noms pour ne pas stigmatiser, nous a-t-on dit, les villes. Alors nous, on ne voulait pas stigmatiser les villes, mais on estime que c'est des données publiques, puisque les abonnés payent leurs factures d'eau, que c'est la collectivité Veolia qui fait ses analyses, donc il y a un devoir de transparence à partir du moment où les ARS ou des collectivités font des tests, donnent des résultats. D'ailleurs, la ville de Lille nous a montré qu'elle publiait sur le site du ministère de la Santé ses analyses de PFAS. Donc nous, ça nous paraissait étrange de ne pas donner les résultats. Après, je comprends que les villes se disent « Ouh là là, je vais avoir des gens qui vont me poser des questions et j'ai pas encore toutes les réponses à leur apporter. » Donc,
Mais nous, ce qui nous a surpris, c'est qu'effectivement, Veolia, sur 2400 analyses, dit qu'il n'y a qu'1% qui est au-dessus des seuils. Voilà, nous, 89 analyses, on en a 3 qui sont au-dessus des seuils. Alors certes, dans la vallée du Rhône, on était à peu près sûr d'en trouver un, mais après, les autres, c'était de l'aléatoire, quoi. Excusez-moi, en l'absence, bonjour, François Chélis, Lorraine Nature Environnement. Une précision, en l'absence du représentant de Veolia, qui je crois est parti maintenant. J'ai cru comprendre dans son exposé que le 1%, ça n'était pas 1% des prélèvements, mais 1% de la population concernée par les prélèvements. Donc on ne sait pas si c'est 24 des 2400, ou si c'est 100, ou si c'est 2, puisque chaque prélèvement peut correspondre à une population d'un volume relativement différent. Oui, je vous avoue qu'on a essayé de leur poser la question aussi pour savoir si c'était, vous voyez, est-ce que dans les 1%, il y a des villes avec beaucoup d'habitants, ou est-ce que c'était que des petits villages, mais enfin, parfois on voit sur les pollutions aux pesticides qu'effectivement un petit village qui n'est pas interconnecté, qui a quelques points de captage, peut être vite fragile face à ces normes. Et ces dépassements, et du coup, mais là, on essaie de, voilà, ils n'ont pas souhaité répondre. Je pense qu'il faut se dire aussi que les villes et Veolia sont dans une relation contractuelle, donc les villes sont les clients de Veolia. Si les clients ne veulent pas qu'on donne leur nom, Veolia ne les donne pas. Voilà, donc nous, on avait envie de pouvoir dire aux auditeurs, ici on a testé et on n'a rien trouvé, ou c'était en dessous des seuils de détection, voilà. Et ici, juste en faisant notre essai, voilà ce qu'on a trouvé. Parfait, merci Anne-Laure. J'espère que ça a été quand même, malgré la visio compliquée. C'était parfait, merci à Sébastien d'avoir prêté son parleur du coup. Et merci à tous pour vos questions. J'espère que déjà on a pu répondre à une partie d'entre elles. Et je vais donner le micro à Véronique pour conclure. Et Anne-Laure, qui doit partir à 17h, je vais te dire au revoir. Merci beaucoup.